Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Bonjour à tous, c'est bientôt Noël, comme vous l'avez entendu, l'heure des cadeaux a sonné et c'est d'ailleurs le tout premier thème de ce podcast. Avant de rentrer dans la sociologie des relations hommes-femmes, je rappelle qu'on est en décembre 2014 et que c'est le podcast numéro 3 de Spike Séduction. Alors, avant de parler de séduction, parlons un petit peu des cadeaux. Et sans passer du neveu à la grand-mère, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quelle est la bonne attitude ou l'état d'esprit lorsqu'on veut acheter un cadeau pour celle sur qui on a jeté son dévolu ? Cette fois-ci, je ne peux pas dire que je ne m'attendais pas un tout petit peu à cette question. Pour autant, je ne l'ai pas forcément vraiment beaucoup préparée. Alors déjà, à titre purement personnel et sans aucun concept très compliqué derrière, je me méfie beaucoup de deux types de personnes. Un, les personnes qui n'aiment pas l'Italie, comme disait Stendhal, je crois. Et deux, les personnes qui n'aiment pas faire des cadeaux. J'ai toujours remarqué, comme une espèce de récurrence absolue, que les gens qui n'éprouvaient pas un simple plaisir à rechercher le cadeau idéal dans une contrainte de budget donné, fût-elle 5 ou 10 euros, avait fondamentalement toujours quelque chose d'extrêmement inempathique et inapte à la sensibilité. Un peu comme les gens qui n'aiment pas l'Italie, mais c'est pas le sujet. Donc moi j'adore l'exercice de recherche du cadeau idéal, même avec des budgets, et encore plus avec des budgets extrêmement limités. Et je me méfie encore une fois énormément de ceux qui voient dans le fait de se retrouver contraints d'offrir un cadeau une espèce de mise à nu de leur propre absence d'empathie. Parce que le cadeau est la manifestation concrète de l'empathie que tu as eue pour quelqu'un et du fait que tu le connais. Si tu connais une personne, si tu le comprends, si tu l'écoutes, si tu le ressens, si tu penses à lui, tu as une infinité d'idées de cadeaux tout au long de l'année. Tu n'as qu'à en puiser une au moment de Noël. Quand tu n'as aucune idée cadeau, c'est un petit peu comme dans un séminaire récent où j'ai proposé aux gens de venir avec un produit de leur région préférée, et j'ai entendu cette phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir et un peu attristé. Quelqu'un m'a dit je n'ai pas de région préférée. En fait, je me suis jamais demandé de ma vie quelle était ma région préférée. Je viens d'Île-de-France. J'aime pas forcément cette région, mais il n'y en a aucune que j'aime. Et là, je me suis rendu compte, encore une fois, un peu comme dans le programme Timidité, à quel point on allait remuer profond dans les océans, les mers et parfois les lacs et parfois les marécages, avec finalement une demande aussi superficielle que celle de savoir briser la glace avec des inconnus. On va souvent charrier très 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 loin dans de l'absence d'empathie, l'absence de passion, l'absence de vie, l'absence de sentiment d'être relié à la terre, relié à une famille, relié à une région, relié à un état d'esprit, relié à une culture. Bref, donc pour moi la recherche du cadeau idéal doit être déjà un plaisir, et j'interroge des gens qui n'éprouvent pas de plaisir au fait de chercher un cadeau à se dire mais qu'est-ce que je fous là et qu'est-ce que je fais avec cette personne. Si vous n'avez pas de plaisir à faire un cadeau à quelqu'un, c'est que vous êtes trompé de personne. Les cadeaux, ça ne se délègue pas, hein. CF, l'attitude du businessman qui délègue l'achat du cadeau à sa secrétaire, façon Don Draper dans Mad Men. Là, c'est que tu t'es un peu trompé de nana, Coco. Et après, j'ai envie de dire que les cadeaux institutionnels ne sont pas forcément, ne devraient pas forcément être les plus chers, mais les plus surprenants, les plus étonnants, les plus décalés, parfois également les plus petits. On a envie de dire, tous ceux qui comme moi n'ont pas d'enfants ont envie de dire fuck à Noël, mais on n'y arrive pas. Il faut d'énormes couilles pour dire fuck à Noël. En fait, c'est une fête, même quand on ne l'aime pas, qui est touchante, qui est un peu poignante. C'est un peu comme ne pas croire en Dieu, mais être touché et ému par le silence d'une église. À moins d'être une espèce de fémène pute de l'Est dégénérée, pléonasme, tu ne peux pas rentrer dans une église et ne pas être touché par le silence, la grandeur et le silence cotonneux, et voilà. Donc pour moi Noël c'est pareil, j'y crois pas beaucoup. Je pense que quand t'as pas d'enfant ça signifie progressivement rien. Néanmoins tu ne peux pas ne pas être touché par cette période, sauf à n'avoir aucune émotion et donc au final aucune âme. Et donc la recherche d'un cadeau se fait non pas sur des critères de valeur ou de praticité, mais pour moi un cadeau est quelque chose qui coûte, dont la valeur est d'abord symbolique, qui est le contraire du pratique, donc qui n'a aucune vocation à être pratique.
et qui est la preuve qu'on a pensé à une personne et qu'on la comprend. Et encore, même en disant tout cela, j'ai des contre-exemples qui montrent que, comme celle qui a partagé ma vie pendant de nombreuses années, on peut être très forte à faire des cadeaux et très mauvaise à comprendre les gens. Tout ça est très contradictoire, comme cette période qui s'annonce, jingle bells, jingle bells. Évidemment, empathie et compréhension, je crois que c'est les mots-clés de comment bien choisir un cadeau. Alors messieurs, faites preuve de beaucoup d'observation avec celle avec qui vous partagez votre vie et peut-être que vous allez trouver le vrai, le bon cadeau, le beau cadeau d'ailleurs. Et si vous l'avez trouvé, si vous-même vous l'avez déjà acheté, alors mettez-le nous dans les commentaires si c'est pas trop intime, comme ça donnera des idées aux autres. Alors les mots-clés de ce podcast, ça va être très simple. On va parler de jalousie, de F, de H évidemment, d'amour-propre, de liberté relative, de bonheur, de plein de choses comme ça. Et on commence par les fameuses questions des lecteurs qui, là j'ai mis entre parenthèses qu'elles étaient un petit peu rock'n'roll. Alors je ne sais pas si Stéphane va penser la même chose de ces questions. Et là c'est la question d'Étienne qui nous demande comment on distingue une fille réellement intéressée d'une fille qui ne serait que, entre guillemets, sociable, extravertie et dynamique, c'est-à-dire, entre parenthèses, qui répond volontairement à nos questions, qui fait preuve de bonne humeur et qui relance dans les blancs. Alors, je laisse Stéphane finir sa bouchée de pain. Alors, la réponse que j'aurais envie de faire spontanément à son prénom, Étienne. À Étienne, c'est sur une échelle de temps super courte, c'est-à-dire sur les quelques minutes de votre rencontre, la seule réponse honnête à faire, c'est aucune. Personne n'est en mesure, à part peut-être Tim Roth dans Lie to Me, et encore, d'arriver à distinguer le vrai du faux. Derrière l'enjouement d'une personne à te rencontrer, à te parler, ce qui l'intéresse, c'est même pas le vrai du faux, comme nous dit Léo. Fondamentalement, si on réfléchit, c'est pas est-ce qu'elle pense, est-ce qu'elle est sincère dans ce qu'elle est en train de dire, c'est est-ce que je peux compter sur une espèce de consistance, de cohérence dans le temps, de constance, pardon, pas de consistance. La consistance est un néologisme anglo-saxon qui ne veut rien dire, la consistance c'est la viande. Est-ce que je peux compter sur une constance de ces signes d'intérêt dans le temps, et est-ce que cette constance dans le temps va me donner une espèce d'assise? Est-ce que cette constance de signes d'intérêt dans le temps va me permettre, lorsque je reviendrai avec un pont, ce qu'on appelle nous une projection vers une autre activité ensemble, est-ce que je ne vais pas avoir la surprise de me rendre compte que j'ai construit sur mon pont sur des marécages une immense flaque d'eau et que je vais couler? Bon, donc déjà, on voit que ce qui l'intéresse, c'est pas la sincérité au sens interprétation. Il est évident que du moment où une personne se rend dans un lieu de socialisation, sa sincérité est une vue de l'esprit. On joue avec les codes de l'endroit dans lequel on se rend, avec les codes de l'inconscient collectif, qui veut qu'un lieu de socialisation est fait pour socialiser et que la socialisation se fait sur l'échange de badinage, c'est-à-dire d'informations non personnelles, non vérifiées et non vérifiables. Ça, on le sait entre séminaristes et auditeurs de Spike Séduction. Donc ce qui intéresse Étienne, déjà, c'est pas de savoir si c'est vrai ou faux, c'est de savoir si c'est constant dans le temps. Donc la clé de la réponse est introduite avec le mot temps. Sur une échelle de temps trop courte, on n'en sait rien. Nul n'est capable de savoir si en 3 minutes, la caresse dans le dos, les sourires, les regards appuyés et toute la liste des signes d'intérêt qu'on connaît est fondée, cohérente et signifiante. Sa signifiance ne se mesure que dans la constance dans le temps, et j'ai envie de dire que l'écueil des débutants est de penser et de toujours raisonner en binaire et de penser que à la limite la quête d'une personne intéressante est une quête est une espèce d'organigramme avec des embranchements oui/non, et que si je n'ai pas d'intérêt suffisamment rapide, eh ben, ça veut dire que c'est zéro et que mon embranchement passe à la recherche de la suivante. C'est une vue évidemment simplificatrice. Pourquoi ? Pour énormément de raisons, notamment celle que derrière l'intérêt qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas, il y a le timing. Il y a le moment de la vie à laquelle on reçoit une personne qui peut faire qu'on se retrouve directement en demi ou en finale,
qu'on se retrouve en quart, en huitième ou en poule, comme on l'apprend dans le séminaire 100 jours. Donc j'ai envie de dire que une des clés de la relation sociale adulte, et non pas adultère comme on disait juste avant, c'est d'arriver à laisser aux gens le temps de développer un niveau d'intérêt. C'est-à-dire que c'est très rigolo de se faire des petites compétitions entre garçons et de sortir à la pêche, à la chasse, au numéro de téléphone, aux rencontres d'un soir, d'une nuit ou que sais-je. On l'a tous fait, c'est très amusant, c'est très rigolo. Les filles également l'ont fait. Nous, on a simplement pas l'hypocrisie nécessaire pour s'en masquer, on l'avoue. Mais en réalité, une fois qu'on a franchi cette espèce de cap du jeu et qu'on n'est plus dans le jeu mais qu'on est dans le lâcher-prise et l'épanouissement des rencontres sur du demi-terme, du moyen terme, voire du long terme, on résiste à l'envie de quêter trop de signes d'intérêt trop vite. Et on sait que d'autres paramètres, un peu comme des vagues de fond, interviennent, le temps, le délai, le moment de la rencontre. Et on sait que des rencontres peuvent donner lieu à des attitudes totalement sclérosées sur une période de vie qui correspond à une séparation, à une rupture, à un déménagement, à un changement de vie. Et inversement, 2, 3 ou 6 mois après, on peut avoir un regain d'intérêt, de curiosité de la même personne. Et c'est là qu'interviennent un des seuls éléments positifs des réseaux sociaux, qui est d'arriver à connecter, je ne dis pas à instaurer une connexion, ce qui est autre chose, mais simplement à garder un lien, une liaison, un microscopique petit pont avec des gens rencontrés dans une période de vie où le crantage vers une relation plus intime est hors de question, parce que c'est hors de question pour plein de raisons pragmatiques de secret agenda, qui parfois d'ailleurs n'est même pas secret, et on se rend compte que 6 mois plus tard, l'agenda a complètement changé, et que les signes d'intérêt qu'on aurait été stupides, ou en tout cas naïfs, de vouloir pécho, choper, guetter en 3 minutes, en fait ils ont mis peut-être 6 mois à s'épanouir. Je suis d'ailleurs en train d'écouter et d'essayer de conseiller, d'expertiser, de comprendre la relation en ce moment d'un de mes clients qui démarre enfin avec une personne qui a été en stage pour lui, sous lui et avec lui il y a 1 an. Et les signes d'intérêt ont mis 1 an à arriver. Donc encore une fois, me dire en 3 minutes comment puis-je être certain, la réponse est non, tu ne peux pas être certain en 3 minutes. Tu n'es pas Tim Roth dans Lie to Me, et Lie to Me est une série. Voilà. Donc personne n'est capable en 3 minutes, et j'oserais même dire que j'ai été infiniment souvent surpris de trouver une consistance dans des interactions qui avaient été courtes, et paradoxalement dans mes rencontres les plus longues, donc celles qui ont laissé le plus de temps aux signes d'intérêt et à la fausse connexion et aux questions personnelles, de ne retrouver aucune constance dans le temps et de voir des disparitions. Étrange paradoxe, je ne sais pas si Étienne arrivera aux mêmes conclusions, mais voilà quelques éléments de réponse qui, j'espère, te guideront vers la solution et la clairvoyance de tes relations. Il a fait tomber son couteau, quel maladroit. Alors on continue avec Ouda. Ouda qui nous pose une question tout à fait quasi philosophique finalement. On en a une par podcast. Et la question d'Ouda, alors une fois que Stéphane aura terminé de ramasser son couteau, je pourrais poser la question. Comment être ami avec moi-même ? Question on ne peut plus large, et évidemment c'est quasiment une question philosophique. Alors on n'a pas 4 heures pour faire une dissertation comme au lycée, mais est-ce qu'il y aurait des pistes à explorer ? C'est un petit peu de l'amour-propre ce que nous pose Ouda comme question. Alors là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, chers auditeurs, mais imaginez le niveau des questions de Léo qui augmente de podcast en podcast. Nous n'en sommes qu'au 3e de la première saison, et j'ai déjà droit, de façon encore une fois non préparée, croyez-moi, je n'ai aucune information sur les questions a priori, j'ai droit à un niveau de questions du type baccalauréat littéraire, option philo. Une des clés, en tout cas de ce que je l'ai comprise de par mon expérience qui n'est par définition que finie. L'amitié est un phénomène qui n'est jamais aussi complexe que pour les gens en quête d'absolu. Autrement dit, l'amitié, c'est la mesure de la capacité de chacun à tolérer
le déficit de perfection, le déficit d'absolu. Les gens les plus, on va dire, pour lesquels l'amitié demande le plus de réflexion, d'effort et entre guillemets la moins naturelle, sont les gens les plus idéaux. Ce sont ce que Monterland appelait les aigles dans le ciel. Ce sont les gens qui ont une attente innée, inconsciente et malheureusement plus forte qu'eux, d'une absolue disponibilité, comme disait Stendhal ou Flaubert, ou je ne sais plus quel auteur du 18e, qui cherche dans une amitié une émotion permanente. Alors qu'en réalité, il ne faut demander aux gens que ce qu'ils peuvent te donner, et sans doute pas une émotion permanente. Donc, l'amitié de soi-même est un peu une ennemie du développement personnel, au sens où le développement personnel tombe souvent dans l'écueil de te faire quitter l'absolu. Tu vois, toute l'iconographie des images de soleil, de voix, de mains qui se tendent, de routes qui se prolongent vers l'horizon, sont des déclinaisons quasiment infinies du fameux sky is the limit. Tu peux ce que tu veux. Autrement dit, comme tu veux beaucoup, tu dois pouvoir beaucoup, ta limite c'est toi-même, tout est possible, comme disait le fameux Kluskar, sociologue français, on va dire popularisé dans une deuxième carrière posthume par quelqu'un qu'on n'a pas le droit de citer. On est dans une société où tout est permis mais rien n'est possible. Donc le développement personnel, qui est sans doute la voie et le chemin qu'est en train de prendre notre ami s'il se pose une question aussi philosophique, lui fait croire que la seule voie possible est l'absolu, devenir absolument ce qu'on veut hors de toute contrainte, vivre exactement la vie qu'on veut, dans l'endroit qu'on veut, avec les gens qu'on veut, et dans une espèce de communion, de quête de qualité, de partage d'absolu, alors qu'en réalité l'amitié est le contraire. L'amitié, c'est arriver à tolérer l'imperfection quotidienne des gens qui nous entourent, sans pour autant que cette imperfection, ces trahisons, ces absences de qualité, ces demi-mensonges, ces raccourcis, ces fuites et ces absences n'entament en rien notre amitié. Donc, pour résumer, je dis que le développement personnel et tout ce qui s'y rattache sont les ennemis de l'amitié, car ils t'entraînent dans une course à une illusion absolue ou à une absolue illusion, alors que l'amitié, c'est le contraire, c'est supporter toute l'imperfection des relations humaines sans que jamais l'imperfection supplémentaire, la N+1, n'entache le potentiel, le coefficient, le tronc commun, le dur de notre amitié. Donc je dis que il est très paradoxal et à mon avis finalement pas si productif que ça de s'interroger dans une optique de développement personnel sur l'amitié, et qu'en général les gens qui s'interrogent sur l'amitié sont très mal barrés. C'est en général des gens qui on va dire que ça fait presque partie des sujets sur lesquels il est bon de ne pas s'interroger, parce que s'interroger va vouloir dire qu'on en attend toujours trop. Or la réalité, c'est que ont beaucoup d'amis les gens qui supportent les pires trahisons, les gens qui supportent les pires arnaques, qui supportent les additions mal partagées où ils se retrouvent toujours avec la plus grosse partie à payer, n'ont beaucoup d'amis que les gens qui supportent que leur ami leur pique leur gonzesse. Voilà. Dans la mesure où tu commences à appliquer à ta vie les règles de l'honnête homme de l'ancien régime et de la morale et de l'élégance morale à la Cyrano ou que sais-je, t'as plus d'amis. Et tu te retrouves dans l'extrême solitude on va dire, t'imaginer ami virtuellement avec des gens qui prétendent partager tes valeurs mais qui n'existent pas et qui ne les partagent que pour te ponctionner et finalement t'utiliser et te niquer la gueule. La clé de l'amitié, c'est non pas l'absence de valeur, mais c'est malheureusement un peu triste à dire, la clé des gens qui ont beaucoup d'amis, c'est d'arriver à supporter tout ce que leur font subir leurs amis sans jamais les rayer de leur liste. Voilà. Donc c'est entre guillemets l'inverse quasi absolu de la vision du développement personnel, qui ne consiste en théorie qu'à t'entourer de gens qui te valent ou qui te sont supérieurs et qui te tirent vers le haut. Tu ne peux pas avoir plein d'amis et que des gens qui te valent et qui te tirent vers le haut. Ou alors t'as rien compris et t'es à l'ouest totalement.
La réalité, c'est que tes amis ne te valent pas, que l'amitié est le rapprochement temporaire et intéressé de deux personnes qui ont un intérêt commun à se côtoyer, comme disait Moravia dans son roman Inachevé, Les deux amis, et que l'amitié ne se conçoit que, un, en acceptant qu'elle est temporaire, deux, qu'elle est intéressée, et trois, que tu conserveras comme ami quelqu'un qui t'a nui. Et dans la mesure où tu n'acceptes pas, et je sais que les auditeurs ne sont en ce moment, en tout cas dans leur immense majorité, pas d'accord avec moi, donc je les incite à faire une relecture de leur dernière relation amicale interrompue et ininterrompue dans ce sens-là. Dans la mesure où tu commences à t'appliquer les règles de l'élévation du développement personnel, de la quête de l'introspection et de l'amélioration de soi, stai migliorando comme on dirait en italien, tu entres en immédiat porte-à-faux avec l'amitié qui est l'imperfection, la tolérance, l'acceptation de l'autre dans ses défauts et dans ses inconsistances et dans ses retournements et dans ses demi-mensonges. Et à un moment, il faut faire un choix. Tu veux te trouver toi-même ou tu veux beaucoup d'amis ? Et ça va malheureusement rarement ensemble. Et à un moment, tu te retrouves avec l'immense surprise de finalement laisser ce pan de ta vie, c'est-à-dire l'amitié, au hasard total de la bonne et de la mauvaise surprise. C'est-à-dire au hasard total de voir surgir de l'ombre, de nulle part, des amis que tu ne soupçonnais pas en être, et inversement de voir ceux sur lesquels tu tablais le plus, tu aurais presque et bien finalement tomber dans l'exacte définition que je viens de dénoncer il y a quelques minutes et qui je l'avoue est un peu triste. Donc pour moi, s'il y a bien un thème sur lequel il ne faut pas introspecter, pas trop questionner, voire même pas trop essayer de comprendre, c'est pour ça que je n'ai jamais fait un séminaire sur ce sujet, c'est bien l'amitié. C'est vraiment celui qui s'abstrait. Autant, tu vois, les femmes nous cassent les couilles en permanence, c'est-à-dire ne vous interrogez pas sur l'attirance, l'attraction, les séductions et les sentiments. C'est quasiment de la sorcellerie, c'est une égérie, c'est une... pas égérie... je trouve plus le mot, bref c'est de la sorcellerie. J'ai envie de leur dire, ce qui est vraiment sorcier et ce qui est vraiment contre-productif, c'est de trop s'interroger sur l'amitié. Pour les raisons que je viens d'essayer de dénoncer le plus clairement possible. Voilà, Ouda, plus tu rechercheras une réponse envers toi-même, peut-être que tu vas t'éloigner un petit peu de ceux que tu considérais tes amis. On va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus concret, on va pas rester sur du philosophique, avec une question de Eddie, qui nous demande comment se pitcher, c'est le mot qu'il emploie, comment se pitcher lors d'une première rencontre. Alors est-ce que ça ferait écho à un séminaire que j'avais entendu, que j'avais vu dans la liste, séminaire parler de soi, voilà, comment se pitcher lors d'une première rencontre. Question délicate, est-ce que Alexandra a un avis ? Elle n'en a pas du tout, elle n'en a rien à faire, elle boit son cocktail et c'est tout ce qu'elle fait. Alors, l'idée reçue, même dans les... Je voudrais que le modèle idéal, ce soit un homme qui pose très peu de questions mais très pertinentes et une femme qui parle beaucoup et donc par cette espèce de wishful thinking, donc de réalité voulue presque, que on va dire d'inverser la recherche de valeur, que ce ne soit pas l'homme qui quête l'attention, la validation de la fille, mais le contraire. C'est un modèle qui est très théorique, sur lequel beaucoup se sont très souvent cassés les dents, et en réalité qui repose sur une généralisation abusive d'un cas particulier. C'est-à-dire qu'il existe des femmes capables de remplir un rendez-vous ou capables de remplir une rencontre avec une pensée, qu'elle soit linéaire, chronologique, anecdotique ou synthétique. Je postule que c'est une minorité. Et qu'en réalité, je recommence. Ouais. Certains experts ou autoproclamés ou reconnus ou peu importe ont généralisé abusivement à partir d'un petit nombre de filles susceptibles de tenir les rênes par leur conversation d'un premier rendez-vous parce qu'elles ont une capacité oratoire, synthétique, chronologique, anecdotique ou simplement parce qu'elles ont ce qu'on appelle la parlotte et que c'est des bavardes, ont généralisé abusivement à F en attribuant sans
sans vérification quelconque, et sans vérifier que c'était possible, vrai, cohérent, logique et fonctionnel, une caractéristique de certaines filles rencontrées, dans des rendez-vous qui ont marché, à F pur. En réalité, ce qu'on remarque, c'est que statistiquement, cette espèce d'équilibre inversé où l'homme reste drapé de son mystère et envoie comme ça des petites piques de questions extrêmement bien senties, mais F, dans un tel besoin de relier entre eux des événements disjoints pour en faire et pour en fabriquer et pour en tirer une pensée cohérente et continue, que je postule que c'est pas F pur, que F pur est pas bonne à ça, et que fondamentalement une rencontre est quand même au final un jeu de dupes consistant à en dire plus que l'autre pour démontrer le minimum de valeur qu'attend l'autre pour nous revoir. Et la réalité, c'est que le modèle théorique idéal où le mec dit rien, pose 3 questions et où la fille remplit tout dans une espèce de volonté de qualification, présente plusieurs inconvénients. Le premier que j'ai mentionné, qui est que fondamentalement, ça nécessite de recourir à la pensée à la pensée synthétique non chronologique, et que fondamentalement F pur est pas bonne à ça. Et secondo, l'autre défaut de cette espèce de modèle de rencontre idéale, c'est qu'il omet complètement la nécessaire démonstration de valeur. En réalité, se revoir à un second rendez-vous n'est pas uniquement basé, comme on peut le prétendre dans une seconde rendez-vous, premier rendez-vous, si on présuppose qu'on parlait de la rencontre, n'est pas uniquement basé sur la connexion ou sur des concepts un peu mignons, c'est également basé sur des concepts beaucoup moins mignons, beaucoup plus pragmatiques, un peu crades et un peu sales, qui sont la valeur perçue. Je renvoie pour cela à un article que j'ai publié récemment sur Spike Séduction qui s'appelle « Le divorce à 300 millions et 35 000 euros par mois », qui n'était pas encore assez. Il faut arrêter de rêver. C'est qu'à un moment, les filles ont, notamment les femmes-femmes, ont forgé un thermostat de valeur minimum qu'elles attendent chez un homme, et poser 3 questions et vous taire n'est certainement pas, à moins que vous ayez un signe extérieur de richesse absolument énormissime. Une Rolex. Ouais, enfin une Rolex. Bon, tu vas pas aller très très loin et convaincre grand monde avec une Rolex que tout le monde a dans les grandes capitales européennes. Tu voyages n'importe où, tu vois que même un barista a une Rolex, un serveur, donc ça ne veut plus dire grand chose. En tout cas, les Submariners, les Oyster et les GMT Master. En réalité, ce modèle idéal de poser plein de questions très malines et de laisser l'autre répondre présente 2 inconvénients majeurs. Le premier, c'est que c'est une connerie, et le deuxième, c'est qu'on ne démontre aucune valeur. Alors qu'en réalité, dans la balance de ce qui fera qu'une personne reviendra vers vous ou pas, il n'y a pas que la connexion, il n'y a pas que la pertinence de vos questions, il y a également la valeur que vous aurez démontrée. Et tant que vous n'aurez pas démontré le minimum de valeur que cette personne attend de son partenaire potentiel, vous êtes disqualifié. En tout cas, vous n'avez jamais rentré dans le cercle des qualifications. Vous n'avez jamais joué les qualifs, jamais joué les poules. Donc, plutôt que ce modèle parfait et parfaitement crétin de dites-en le moins possible et laissez-la en dire le plus possible, je dis, n'en dites pas trop certes, mais dites-en le minimum nécessaire pour avoir démontré la valeur suffisante à ses yeux pour qu'elle vous revoie. Et cette valeur dépend totalement de la vie de la personne, de son environnement, de ses amis, de son secret agenda, de sa fierté d'elle-même, de son ego, de ce qu'elle pense d'elle, de sa valeur perçue, du prix de sa lingerie, comme on l'a déjà dit à maintes reprises dans le séminaire L'amant idéal, etc., etc. Donc arrêtez d'être focalisé sur l'idée d'en dire le moins possible. Dites-en suffisamment pour être sûr d'avoir démontré suffisamment de valeur. Bon, j'espère que la réponse sera complète et dit. Là, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Ne pose pas tes 3 questions et tais-toi, mais voilà, nourris un peu le dialogue et apporte quelque chose de vrai. Demande-toi toujours quel intérêt pragmatique cette personne aurait à me revoir. Et le mot le plus important de la phrase n'est pas personne, intérêt ou revoir, c'est pragmatique. Qu'est-ce qu'elle a à gagner à me revoir? Qu'est-ce que je peux lui apprendre, dans quel endroit je peux l'emmener, qu'est-ce que je peux lui offrir? Ah,
nos auditeurs les plus fidèles vont sans doute reconnaître ce morceau. Alors j'ai reçu beaucoup de messages d'auditeurs me disant qu'ils ont essayé de chasamer ce morceau qui n'y sont pas arrivés. Donc c'est Ain't No Love, dont la version originale était de Bobby Blue Band et dont la reprise par contre je ne me souviens plus. Tu t'en souviens Léo? Absolument pas, non. On leur donne encore quelques secondes pour le chasamer. Je renvoie notre auditeur à une vidéo YouTube, ce qu'on appelle, je sais pas si c'est ça qu'on appelle les pranks, tu sais, ces espèces de vidéos virales qui font plusieurs millions de vues, où on voit une des stars de YouTube, là, un mec tout queuse, un anglo-saxon hyper connu qui a un compte avec des millions et des millions d'abonnés, qui va comme ça, sans aucune connexion, avec un pur badinage totalement anecdotique, aborder une américaine dans la rue, en Californie je crois, enfin en tout cas à la lumière et au soleil, on reconnaît que c'est je pense en Californie du Sud, et qui lui demande tout simplement un moyen de la revoir, ses coordonnées, et qui se prend un vent, il se prend une bâche, il se prend un râteau, et comme plan B il lui propose de l'ajouter sur Instagram ou Google+, ou Twitter ou Facebook ou que sais-je, ce qu'elle accepte avec évidemment comme message codé, en gros je te reverrai jamais, simplement c'est une façon de me débarrasser de toi, de t'accepter sur Google+, ou sur je sais pas quoi. Et quand elle se rend compte qu'il a 30 millions de fans, elle le poursuit quasiment dans la rue en lui demandant de l'aider pour son réseau de jeunes mannequins, et il lui dit écoute, je suis pas intéressé par les filles vénales, casse-toi, tu me fais de l'ombre, un truc comme ça. Il y a aussi la version avec la Lamborghini. Oui, mais ça c'est un fake. Ça j'ai démontré dans mon dernier séminaire que c'était un fake, et j'ai donné la vraie version de cette vidéo où un type essaie avec sa Ferrari. C'est une aberration totale pour les raisons que je pourrais expliquer mais qui ne sont pas le sujet. Donc moi je renvoie non pas à celle de la Lamborghini, mais à celle du type qui se prend un énorme vent jusqu'au moment où elle se rend compte qu'il a 30 millions ou 3 millions, je sais plus, ou 4 millions de fans, et son langage corporel change complètement. Elle le suit dans la rue pour lui prendre ses coordonnées, et il la rejette. Donc je dis, n'oubliez jamais que derrière cette sublimation du confort que j'ai appelé la connexion, il y a quelque chose de beaucoup plus pragmatique qui s'appelle qu'est-ce que cette personne m'apporte et qu'est-ce qu'elle me rapporte. Voilà. On en a parlé au premier podcast avec l'histoire de l'appartement, où l'un des deux me disait je comprends pas les filles fuient, et j'avais dit parce que chez toi c'est une tanière à souris, et parce qu'il faut un appartement qui constitue, non pas symboliquement, mais vraiment pratiquement, pragmatiquement, un endroit dans lequel on a envie de rester, dans lequel on a envie de passer du temps, dans lequel on a envie de s'étendre, dans lequel on a envie de prendre un bain, etc. Là, la réponse est exactement la même. C'est qu'est-ce que tu apportes. Est-ce que tu apportes du réseau? Est-ce que tu apportes des sorties? Est-ce que tu apportes des amis? Est-ce que tu apportes des cadeaux? Tant que tu refuses de répondre à cette question, tu refuses un pan de la réalité, quoi. Tu refuses le pan économique de la réalité des rencontres. Voilà. Et refuser la réalité, ça n'a jamais été très sexué. Très bien. Alors, on arrive à la fin des questions des lecteurs. C'est la 5e, et juste avant de vous délivrer la 5e question, je rappelle qu'il faut bien que vous restiez attentifs, parce que pendant le podcast, il y aura un jeu concours. Vous pourrez remporter un très beau cadeau que je ne vous dévoile pas tout de suite, alors restez à l'écoute, ça arrive tout de suite après. Donc la dernière question des lecteurs, qui nous est présentée par Loïc, nous fait un petit peu référence à l'histoire des relations entre hommes et femmes. Et la question la voilà: penses-tu que nous, les humains de nos sociétés occidentales, sommes plus heureux avec la liberté que nous avons maintenant de nous marier, de divorcer, de paxer, de se séparer, et donc d'avoir cette tentation concomitante de toujours chercher mieux, voire même d'arrêter une relation au premier écueil? Ou alors, est-ce que nos grands-pères étaient plus heureux que nous? Comme le mariage était quasi définitif à de rares exceptions, il fallait plus se faire chier pour que cela marche. La question de Loïc, c'est est-ce que nos grands-parents, finalement, ils étaient un petit peu plus heureux qu'avant, que nous, ou pas?
Alors ça c'est quand même, encore une fois, un des paradoxes on va dire des questions des lecteurs, c'est que cette question est peut-être adressée par quelqu'un qui a des grands-parents à quelqu'un qui n'a jamais connu les siens. Donc je vais répondre purement théorique et de façon purement abstraite, entre guillemets. C'est certainement pas une réponse que j'ai eue de leur part. J'ai très peu connu mes grands-parents. J'ai envie de dire que il y avait manifestement un certain nombre on va dire de réalités. Si on en juge par les statistiques de naissance, par les enfants non reconnus, par les frères et sœurs, enfin en tout cas par les membres endogames d'un même cercle, d'une même famille, qui parfois se retrouvaient de façon un peu contre nature dans des coins un peu reculés, il y avait manifestement deux France, et en tout cas deux France, il y avait deux campagnes, deux France, on a eu deux passés. On a eu un passé, entre guillemets, de la valeur, de la famille, de la rencontre monogamique, exogamique, comme dirait Michel Clouscar. Et on a eu, si tu veux, la décalcomanie dans le réel de ces beaux principes. Un petit peu comme une société, comme une compagnie, comme une entreprise, à son organigramme, avec le boss, le bras droit du boss, le bras gauche du boss, les associés, les machins et trucs. Et en réalité, on sait très bien que la vraie grille du pouvoir ne respecte pas souvent celle de l'organigramme et qu'il y a des micro-postes et des stratégies et des alliances entre acteurs pour s'accaparer un pouvoir qu'ils n'ont pas dans la grille dans l'organigramme. Montré à maintes reprises par les sociologues américains, des organisations dans les hôpitaux, le pouvoir des ambulanciers et des brancardiers dans les hôpitaux qui est absolument énorme, pouvoir de nuisance, de grève, etc. Donc la théorie du pouvoir consiste à accepter que c'est jamais l'organigramme tel qu'il est conçu, qui s'applique dans la réalité, et que des acteurs qui ne sont pas forcément dans les strates les plus supérieures, par un pouvoir de nuisance, de blocage, et par une capacité à mobiliser des ressources pertinentes, concrètes, arrivent à s'octroyer une part de pouvoir que leur badge, ou que leur statut, ou que leur fiche de paye ne leur donne pas. Et donc de la même façon qu'il y a ce double organigramme du pouvoir, qui est l'organigramme théorique, abstrait, et la réalité où tu as toujours des niches de pouvoir accru. De la même façon, on a la vision de la famille abstraite de grand-papa et grand-maman avec les petits-enfants qui courent dans le jardin, et on a la vision réelle qui est les enfants non reconnus, les adultères à tire-larigot, dont on va dire que selon moi et selon à mon avis la plupart des gens qui pensent et qui sont un peu sérieux et qui ne sont pas qui sont dans le réalisme anthropologique plutôt que dans le wishful thinking, la réalité c'est que la barrière de tolérance était beaucoup plus grande. Et qu'en réalité, l'autonomie féminine étant et là pour une fois les féministes ont raison, étant beaucoup plus faible, c'est-à-dire la capacité d'une femme à s'extraire d'un foyer avec sa valise et ses gamins et à refaire sa vie ailleurs, c'était beaucoup moins admis et beaucoup plus difficile que maintenant. Du coup, on va dire la marge de tolérance, l'écart, le gap, le seuil, la ligne droite entre le modèle de la famille théorique et la pratique telle qu'elle se déroulait était selon moi ce qui a soudé les couples si longtemps. Si les gens restaient ensemble aussi longtemps, c'est pas parce qu'ils filaient un bonheur parfait, loin d'internet, loin des portables et loin des mauvaises ondes. C'est surtout parce qu'ils savaient très bien qu'au cours d'une vie de 30, 40, 50, 60 ou 70 ans ensemble, il y avait évidemment eu des amants. Mais il y avait moins de tentations. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu moins de tentations quand même ? Il y avait sans doute moins de tentations médias, mais est-ce que être tenté par une personne que tu croises tous les jours ou être tenté par un million de personnes par une solitude peuplée des villes, comme disait Camus, les villes c'est la solitude peuplée, est-ce que vraiment est-ce que c'est fondamentalement sur le point de sa représentation physique en toi, est-ce que ça fait bander différemment ? Je suis pas sûr que tu bandes différemment de croiser 1 million de filles, 5000 filles
différentes chaque jour ou d'en croiser 5, 10 ou 15 que tu vois grandir dans ton village, dont tu vois dans une enceinte close en plus, comme le rappelle Léo, dont tu vois les formes s'épanouir d'année en année, dont tu vois les hanches se dessiner, dont tu vois les seins s'épanouir, avec lesquels forcément tu as un degré d'interaction et de connivence supérieur. Tout ça, on n'en est pas sûr. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y avait certainement une permissivité et une tolérance forcée. Je ne dis pas qu'elle était acceptée la bouche en cœur et qu'on adorait que papa aille voir ailleurs pendant que maman torchait les gosses, mais en tout cas que c'était par la structure économique de la famille patriarcale, c'était quasiment non pas accepté, mais c'était fatal, c'était inévitable. Déterminé. Et la réalité, c'est que les couples de très longue date ont tous dans leur histoire commune tacite, voire même parfois avouée, des à côté, des escapades, des écarts, comme dans la très belle chanson de je sais plus qui, de Serge Lama, ou je sais plus qui, d'Aventure en Aventure. Je sais pas, j'écoute pas Serge Lama. De port en port, de cœur en cœur, jamais encore, je te le jure, je n'ai... Bref, où on s'avoue qu'on s'est mutuellement trompé parce qu'on en a eu besoin. La réalité, c'est que il y avait sans doute une non-médiation et une capacité à traiter dans le couple les questions d'attirance externe, alors qu'aujourd'hui ça part immédiatement chez le psy, chez les amis, on va dire cette permissivité et cet écart entre encore une fois la structure théorique de la famille en enceinte close, patriarcale, monogamique, exogamique, et la réalité qui est que on a un peu fricoté avec le cousin il y a quelques années et que personne n'est censé le savoir, mais qu'en même temps aucun père n'était vraiment sûr que ses gamins étaient ses gamins, il n'y avait pas moyen de le tester à l'époque. Ouais. Je crois que les chiffres officiels c'est quelque chose comme 10%. Et même aujourd'hui on doit avoir l'autorisation de la mère, c'est ça, pour faire un test de paternité. Il y a quelque chose de très compliqué, de très dissymétrique dans les tests de paternité, mais qui, dans tous les cas, concorde au fait qu'il y a au moins 10% des enfants qui n'ont pas le père qu'ils pensent avoir. Je pense que ce chiffre était... il n'y a aucune raison logique de penser que ce chiffre était plus faible avant, et par contre, il y a toutes les raisons de penser que les écarts étaient, entre guillemets, beaucoup moins médiatisés et presque admis et subis. Donc encore une fois, de la même façon qu'il ne faut pas idéaliser le peuple et lui prêter des vertus cardinales et morales qu'il n'aurait pas, il ne faut pas idéaliser les temps d'antan et les temps d'avant. Si les couples duraient aussi longtemps, c'est aussi parce que y avait l'autorisation tacite, tant que ça se faisait dans une non-violence et dans une pseudo-discrétion, d'aller voir ailleurs. Et plus on montait dans la hiérarchie sociale, en général, plus c'était vrai. C'est-à-dire que le modèle du couple bourgeois, c'était l'amant dans le placard, et le modèle des unions aristocratiques, c'était pas l'amant dans le placard, c'était les amants dans le jardin derrière les buissons. Très bien. Voilà, Loïc n'envie pas forcément la vie émotionnelle et relationnelle qu'avaient tes grands-parents. Peut-être que ce n'était pas aussi rose que tu sembles sous-entendre. Alors vis dans le présent et profite de ce que tu as à profiter. Alors comme je le disais il y a quelques minutes, on arrive à ma partie où c'est marqué jeu concours en grosses lettres. Et pourquoi on a décidé de lancer un jeu concours ? Finalement vous avez été nombreux à nous faire part de votre intérêt à travers les commentaires sur ce podcast. On a été assez contents, enfin moi j'ai été très content. Et on a décidé de lancer un jeu concours qui permettra au gagnant ou la gagnante évidemment de participer en direct au prochain podcast. Alors, comme tout jeu concours, il y a une question à laquelle il va falloir répondre. Alors, j'ai vraiment hésité à me dire, est-ce que je vais faire une question difficile ? Est-ce que je vais faire une question facile ? Il me semble avoir tiré un petit peu entre deux. Et je suis allé voir le décodeur de SMS et j'ai pris un SMS au choix. Donc il va falloir donner une réponse à ce SMS, ou plutôt l'expliquer avec le plus de précision, en apportant des éléments peut-être du Secret Agenda, peut-être d'un intérêt respectif, enfin quel est l'intérêt de deux personnes. Voilà, il va falloir essayer de décortiquer ça et de nous offrir l'explication qui semble la plus pertinente, la plus poussée, et on tirera d'une main innocente les bonnes réponses, et la meilleure sera invitée évidemment au prochain podcast. Alors le SMS c'est quoi ?
Le SMS, c'est « tu me manques ». Point. Je pensais passer à autre chose plus facilement, mais ce n'est pas le cas. Le contexte de ces SMS, c'est un SMS d'une fille. On va parler de premier rendez-vous et c'est là où j'avais un petit doute en formulant ce sujet, qui est premier rendez-vous ou même le deuxième ou le troisième ou etc. Pierre angulaire d'un début de relation, et je me suis posé en fait la question parce que c'est vrai que dernièrement on a beaucoup parlé des nouveaux moyens de communication, de rencontres. Et je me suis demandé sincèrement, entre 2000, c'est-à-dire il y a déjà 15 ans, entre 2000 et 2015, les relations elles ont évolué, les lieux aussi, les habitudes, les modes de communication. Et est-ce que tous ces changements ont influencé d'une certaine manière la façon dont les premiers rendez-vous se déroulent? Est-ce que le lieu typique du premier rendez-vous a changé? Est-ce qu'il dure moins longtemps ou plus longtemps qu'avant? Est-ce qu'ils sont un signe d'intérêt fort ou simplement un moment intéressé par les deux parties? Ça, on a déjà un bout de réponse depuis tout à l'heure. Et voilà. Est-ce qu'il y a des différences entre 2000 et 2015? Bon, bah là, je vais essayer, proportionnellement à ma dernière réponse qui était qui était très longue, beaucoup plus longue que je ne le pensais, de faire court, faire synthétique, d'aller droit au but. Je pense que les rendez-vous sont beaucoup plus faciles à obtenir en 2015 qu'en 2000. Pour les raisons qu'on connaît, qu'on ne va pas évoquer, pour le fait que n'importe qui avec une tête et un profil à peu près potable est capable de faire une photo correcte, de l'uploader sur une application avec une syntaxe approximativement correcte et capable de décrocher un premier rendez-vous, et qu'il y a une évolution, il y a deux courbes qui évoluent en sens diamétralement opposés, qui sont la facilité, l'investissement nécessaire pour obtenir un premier rendez-vous et on va dire l'énergie qu'on y met pour qu'il fonctionne. C'est-à-dire que plus il est facile d'obtenir des premiers rendez-vous, moins on met d'énergie pour qu'il fonctionne. Et en réalité, on voit maintenant des gens qui ont obtenu des rendez-vous, enfin surtout des filles, qui ont obtenu des rendez-vous en n'ayant fait strictement aucun effort. C'est-à-dire que CF documentaire Tinder, elles n'ont même pas à uploader leurs photos sur Tinder. Tinder pioche au hasard de leurs photos Facebook, et on voit, parce que moi j'ai fait l'essai de Tinder pour le dernier séminaire, toutes les photos de mecs sont, une majorité de photos de mecs sont travaillées, et on voit qu'il y a eu un travail de mise en scène, de mise en avant, de calibrage de la photo. Les photos de nanas sont totalement approximatives, grainées, parfois pas mises au point, mal cadrées, jamais recadrées et quasiment jamais à leur avantage, tellement elles n'en ont même pas besoin pour matcher, pour obtenir des likes et des matchs. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, pour moi, leur absence d'énergie et d'envie que le premier rendez-vous marche est totalement liée à la facilité. C'est-à-dire que l'époque où les premiers rendez-vous post-rencontre online étaient glorifiés, comme on en parlera dans le séminaire virtualisation des rencontres que j'ai dû déplacer pour des raisons de santé, j'étais absolument explosé par une combinaison fatale sinusite et avion samedi dernier qui m'a laissé sur le carreau. Comme on le verra dans ce séminaire, donc qui va être reporté, l'époque où les deux futurs partenaires étaient le plus à même de on va dire de déployer toute l'énergie du monde pour faire marcher un premier rendez-vous, c'était l'époque d'ICQ. C'est-à-dire l'époque où il était tellement compliqué de se rencontrer online, il fallait installer un logiciel, il fallait taper des adresses IP de ports de serveurs, vérifier qu'ils étaient ouverts ou fermés, etc. Quand tu avais fait tout ça et quand tu avais communiqué dans un pays étranger ou une ville étrangère pendant des semaines sur une interface qui était tout sauf ergonomique, qui était absence d'ergonomie, absence de photos, absence de visuel, absence de tout, tu ne pouvais pas te rendre à un rendez-vous et décider en 10 minutes que ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que escalade, CF joue les Beauvois, psychologie de la manipulation, escalade des engagements, etc. Plus tu investis dans un process, plus tu réfléchis avant d'en partir. Ça s'appelle le piège abscon, attendre le bus, escalade des engagements, etc. etc. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que c'est trop simple, c'est trop automatique, et que plus c'est simple, plus c'est automatique, et plus c'est slidable avec un doigt, swipeable, pardon, et ben moins on a d'intérêt dans notre
on est humain trop humain, donc on est tous rationnels dans la simple mesure de nos intérêts propres et particuliers. On n'a aucun intérêt à déployer une énergie de malade à un rendez-vous qu'on a obtenu en déployant aucun effort. Voilà, c'est ça la clé. C'est plus vous déployez d'efforts à obtenir un rendez-vous, plus vous allez bosser pour qu'il fonctionne. Et Tinder et compagnie ayant donné à n'importe quelle nana pas obèse, voire même obèse, voire même horrible, voire même pas apprêtée, voire même d'une inélégance folle, les moyens, on va dire, d'obtenir avec comme seul effort de répondre à une série de questions généralement fermées et pas trop difficiles et de tenir quelques minutes jusqu'à ce que le rendez-vous soit proposé, qu'il n'y a aucune raison logique qu'elle surinvestisse d'efforts ce fameux rendez-vous. Donc le conseil serait totalement paradoxal et personne ne m'écoutera parce que c'est le sens inverse de l'évolution technologique des applications, c'est rendez compliqué, il faut absolument arriver à remettre dans la phase qui précède le bris de glace, qui précède l'abordage, la juste dose de sophistication, de complication et de pensée. Du moment où ça devient un doigt qui glisse, le problème c'est que ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Donc la facilité que tu gagnes au niveau de la prise de contact, tu la payes au décuple, au centuple, pendant le rendez-vous qui devient une purge. J'espère que tous vos premiers rendez-vous ne seront pas des purges. Tiens, juste avant de passer au prochain sujet, non, en fait, on va passer au prochain sujet. Qui est le forum. On y vient, on y va. J'invite évidemment tous les gens qui nous écoutent en ce moment de participer sur le forum. Il y a une belle activité ces derniers temps sur pas mal de sujets variés. Et comme à chaque podcast, j'ai sélectionné avec soin 5 sujets qui tiennent sur les doigts d'une main, 5 sujets que Stéphane pourra choisir, sur lesquels il pourra rebondir. D'ailleurs j'ai un peu triché parce que dans ces 5 sujets, il y a 2 sauf cas exceptionnels que je vais pouvoir déclamer tout de suite. Il y avait celui de John Dillinger qui nous annonce, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, que sauf cas exceptionnel, une femme avec beaucoup de H ayant une profession médicale aura le défaut de trop vouloir donner, aider et trop tôt. Et le deuxième sauf cas exceptionnel, j'ai pas marqué la personne, c'était sauf cas exceptionnel, une femme n'a jamais résisté bien longtemps après avoir dit à un homme « c'est incroyable comme tu perçois bien les choses ». Ça je pense qu'il est assez vrai. Des commentaires ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que j'en choisisse un ? Non, là tu peux rebondir. Je vais rebondir à l'envers, donc le second est très fin et très vrai, évidemment. C'est pas pour faire ma pub, mais derrière la phrase que tu perçoives bien les choses, moi j'entends le mot connexion. Bien percevoir les choses, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire les choses dans leur absolue nécessité ou vérité, parce que la vérité, comme on l'a vu chez F, est toute relative. La vérité, c'est ce qui me fait me sentir bien. Donc c'est que tu perçois suffisamment bien ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Voilà. Et se sentir bien, c'est quoi ? C'est arriver à se raconter une histoire suffisamment crédible et subjectivement honnête pour être en phase avec soi-même. Et ça, c'est une des définitions de la connexion telle qu'on l'a vu au dernier séminaire vers lequel je renvoie les auditeurs. Donc en gros, ce deuxième sauf cas exceptionnel nous dit quand il y a de la connexion, ça marche. Je ne peux qu'approuver puisque ça fait 8 ans que je l'écris, que je le répète. Et le premier, par contre, je suis moins d'accord. Tu peux me le répéter, s'il te plaît ? Je te le répète, une femme avec beaucoup de H ayant une profession médicale aura le défaut de trop vouloir donner, aider, et cela trop tôt, nous dit John Dillinger. Moi j'entends un petit peu de wishful thinking comme d'habitude derrière cela. C'est pas pour paraphraser Michel Houellebecq, mais il disait que les dentistes sont pas des gens qui veulent le bien de l'humanité, mais qui veulent vous arracher le plus de dents possible pour s'acheter des Mercedes avec des toits ouvrants. Excuse-moi pour ton papa, je sais pas s'il a une Mercedes avec un toit ouvrant. Mais cette phrase de Michel Houellebecq m'a beaucoup fait rigoler et je suis pas totalement en désaccord. Je pense que la philanthropie de la voie médicale est largement surévaluée et qu'en réalité, vous allez me dire que j'ai l'esprit mal placé, mais je vois beaucoup de reproduction de schémas familiaux et beaucoup de quêtes d'une stabilité financière bien avant la philanthropie de sauver le monde.
Donc pour une fois, et une fois n'est pas coutume, je me mettrai un peu en désaccord avec monsieur Dillinger. Bien, alors il reste trois sujets que j'ai tirés du forum. Alors là c'est vraiment Stéphane qui va choisir. Le premier nous était proposé par Kind of True, qui s'appelait sexualisation et qui voulait revenir sur la notion d'encanaillement. Le deuxième c'était une intervention d'Axou sur le topic de la femme qui emboutit une voiture. Il avait proposé une contre-argumentation à celle que tu avais mis dans l'article. Et la troisième intervention, c'était celle de James XS, qui a formulé dans son journal une forme de courrier des lecteurs et qui, sur le gong, a fait tilter ma curiosité. Et c'est pour ça que je l'ai placé ici, qui nous parle de pas mal de choses, notamment d'un semestre à l'étranger, et que c'est compliqué avec sa copine, et que voilà. Alors, lequel de ces trois tu choisis? Sexualisation, notion d'encanaillement, l'intervention d'Axou qui a voulu te botter en touche sur la femme qui a embouti une voiture, ou la petite histoire de James XS avec sa relation à l'étranger? L'étranger. Ok, c'est parti pour l'étranger, il a choisi le plus long. Alors, comme d'hab. Alors, il commence avec une petite citation de sa copine, sa copine nous dit « Ou sinon, on peut faire comme si ce qui se passe là-bas ne compte pas ». Alors là, déjà, ça commence avec du lourd, quoi. Donc il nous dit qu'il planifie un semestre à l'étranger d'ici 6 mois, pendant une année. Le pays qu'il vise n'est clairement pas très ouvert aux étudiants étrangers, mais est très en avance dans son domaine d'études, et pour pouvoir y étudier, travailler 5-6 mois serait une aubaine pour son CV et sa carrière. Donc là je parle à sa place, comme je suis en train de faire le nécessaire et que rien n'est sûr pour l'instant, j'ai gardé ce projet pour moi jusqu'à quelques semaines en arrière. La fille que je fréquente, on y vient, depuis quelques mois m'avait déjà parlé de partir faire un de ses stages à l'étranger, ce qui est finalement tombé à l'eau, faute d'Ebola. Curieuse raison. Elle se rabat donc sur un semestre à l'étranger, et c'est à peine surpris que j'ai appris qu'elle visait le même pays que moi, alors qu'elle n'était au courant de rien. Je crois de moins en moins aux coïncidences, et si c'est elle qui a choisi ce pays pour faire ses démarches, c'est sans doute parce qu'elle m'a entendu en parler à de nombreuses reprises, ou que je lui ai donné envie avec mes photos et récits de voyage. Ou peut-être aurait-elle laissé traîner ses yeux dans mes affaires. Probable. Il se trouve donc que nous sommes chacun de notre côté et dans nos domaines respectifs en train de faire des démarches pour partir. Le cadre est posé. Vous pensez bien que le sujet devait bien sortir un jour ou l'autre, et nous en avons discuté à quelques reprises, maintenant qu'elle est au courant de mes démarches. C'est là que hier, autour d'un bon repas, elle me dit, ouvrez les guillemets comme disait ma prof de français, mais si on est bien ensemble, c'est stupide de tout foutre en l'air sous prétexte que je pars, tu pars 4 mois. Il est aussi possible qu'un des deux ne puisse pas partir vu la complexité des démarches administratives. Elle sait que je ne crois pas aux relations distantes pour en avoir essayé une, et que j'ai assez voyagé pour savoir dans quel état d'esprit on se trouve quand on est à l'étranger, loin de sa famille, de ses amis, de toute pression sociale sur un campus. Je vous passe les détails, qui sont partis en Erasmus comprendront. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, je me suis obstiné à essayer de lui expliquer ça, je l'ai vue alors en panique, puisqu'elle semble vraiment tenir à moi, et c'est là qu'elle m'a dit, ouvrez les guillemets, ou sinon on peut faire comme si ce qui se passe là-bas ne compte pas, et ça vaut aussi pour celui qui reste ici. Je n'ai rien répondu pendant quelques secondes, et je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai expliqué que ce n'était pas mon système de valeurs du tout. Je suis resté sur le cul, trouvant que ça en disait très long sur son système de valeurs à elle. D'ailleurs, F a-t-elle des valeurs? Je pose la question à ses fans. Et en y repensant, après, je vois deux possibilités. Soit, s'imaginant déjà de me perdre, cette proposition est sortie comme ça, mais cette situation la désolerait autant que moi. Soit son système de valeurs est justement un petit peu différent de ce que j'imaginais, c'est une histoire qui commence à sentir mauvais. À savoir aussi qu'elle m'avait avoué un soir où nous avions bu quelques verres qu'elle ne croyait pas à la fidélité à long terme. Ça fait quand même beaucoup de points noirs au tableau. Je lui avais alors expliqué mon point de vue sur la fidélité, auquel elle avait répondu: tu sais, beaucoup de couples le font. Ce n'est pas parce que beaucoup de couples sont infidèles que c'est une bonne chose. Ce n'est pas ce que je dis, mais ça peut parfois sauver un couple justement.
Ça peut parfois aider un couple qui ne s'aime plus et qui a d'autres priorités comme des enfants, une entreprise, un patrimoine, à tenir le coup, mais je ne conçois pas les choses comme ça. Le jour où ça ne va plus, je préfère regarder la personne en face et être franc. Je ne conçois pas en quoi aller se faire défoncer par un autre homme aiderait un couple, même en difficulté, et encore moins dans un couple où tu vas bien au lit. Donc, là, mes séminaristes entendront une femme dire A et le contraire de A, en fait. Voilà, c'est F. Non, là, c'était lui qui disait ça. Hein. Ah, pardon. C'était lui qui disait ça peut parfois aider un couple qui s'aime plus, ça c'est lui qui disait ça. C'est lui, ça? Je te refais le dialogue? Ah, j'ai pas compris alors. Ok, je refais le dialogue. Alors, James nous dit, tu sais, beaucoup de couples le font. Non, pardon, c'est elle qui le dit. Oui. Tu sais, beaucoup de couples le font. Lui répond, ce n'est pas parce que beaucoup de gens sont infidèles que c'est une bonne chose. Elle rétorque, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais ça peut parfois sauver un couple. Et lui répond à nouveau, ça peut parfois aider un couple mais qui ne s'aime plus et qui a d'autres priorités comme des enfants, une entreprise, un patrimoine, tenir le coup, mais qui ne voit pas. C'est lui ou elle, ça? Là c'est lui, ça c'est lui. Hein. Le jour où ça ne va plus, je préfère regarder la personne en face et être franc, c'est toujours lui qui dit ça. Et il continue, je ne conçois pas en quoi aller se faire défoncer par un autre homme aiderait un couple même en difficulté et encore moins dans un couple où tu vas bien au lit. Le sexe est lié au sentiment et c'est divin au lit avec toi parce que tu me plais et non parce que tu es belle, grande et fine. Je l'ai ensuite travaillé, j'adore cette expression, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai ensuite travaillé pour savoir. Non, c'est lui. Je l'ai ensuite travaillé pour savoir d'où venait cette vision si pessimiste du couple et pour savoir si elle l'avait déjà pratiquée puisqu'elle avait l'air aussi convaincue. Phrase à laquelle elle répondit non. Bien évidemment, j'ai rapidement changé de sujet en rajoutant avec le sourire. En passant, préviens-moi le jour où tu as prévu d'aller voir ailleurs, comme ça je sais que je passe quelques coups de téléphone et que je remets les balances à zéro de mon côté. Ça fait quand même beaucoup de points noirs, je trouve, dans ce courrier des lecteurs. On a une histoire qui peut potentiellement continuer à l'étranger, mais cette fille semble avoir quelque chose qui nous montrerait qu'elle tient peut-être pas tant que ça à James. Qu'en penses-tu ? Moi j'en pense que dans ce genre d'histoire, il faut toujours connaître l'âge des participants. À mon avis, c'est le mien, parce que le connaissant, il a mon âge. Ton âge ? 22. Donc, bon, là, j'explique un petit peu cela. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on voit une femme-enfant relativement naïve qui ne pense pas à avancer masquée. Et c'en est presque... cette fille est presque touchante de stupidité, puisqu'elle avoue au grand jour quelque chose que ses grandes sœurs, ses marraines, ses tantes et ses mères lui indiquerait presque de cacher, qui est que la réalité de F pur est H pur conçoit les relations comme séquentielles, c'est-à-dire qui se conçoivent par séquence de vie et qui s'arrêtent et on passe à une autre, et F pur les conçoivent comme une espèce de soit une pyramide, soit une sphère, c'est-à-dire soit dans la version de F pur la plus on va dire celle à l'agenda le plus pragmatique, une pyramide, c'est-à-dire que en fait ces relations sont des bases sur lesquelles elles s'appuient pour construire les tâches suivantes. Soit en mode, on va dire, F pur plus famille, c'est-à-dire mes relations, je reste en contact avec toutes, et voire j'en vis plusieurs en même temps, parce qu'à la fin ça fait un rond, ça fait une espèce de barycentre de gens que je connais, en qui j'ai confiance, et je me cale, je me situe, je me définis par rapport à mon barycentre de tous mes ex. C'est-à-dire que je suis un peu de tous mes ex en même temps, sans être aucun femme Lego. Donc là, en fait, ça c'est commun ça c'est F pur, donc c'est commun, et la copine de la copine de James en a forcément, mais elle a la naïveté de penser qu'elle peut ne pas avancer masquée, et en fait c'est une fille qui connaît pas les hommes et qui n'a pas compris que ça ne marcherait pas avec James, et qui n'a pas vu l'opposition de sa logique à elle et d'une logique masculine. C'est-à-dire que pour tout homme avec un peu de H, c'est insupportable ce qu'elle dit. C'est la réalité n'existe pas, c'est uniquement ce qu'on croit. C'est-à-dire, je vais leurrer mon subconscient. Enfin, je nous propose mutuellement de nous leurrer en nous faisant croire que ce qui se passe ne compte pas. Ce qui, fondamentalement, pour un mec, est à peu près insupportable et inacceptable. Deuxièmement,
je dis A et le contraire de A, c'est-à-dire que je dis que ça peut sauver un couple. Déjà, quand une femme prononce les mots sauver et couple, c'est mort déjà, voilà. C'est... bon, mais bref, en admettant même qu'on ne le sache pas et en nous rendant un peu plus naïfs qu'on ne l'est, elle dit A et le contraire de A. C'est-à-dire, oui, ça peut sauver un couple, en même temps, je le ferai jamais, imagine bien. 3, c'est lardé, bardé et recouvert d'une énorme couche de wishful thinking complètement déraisonnable, comme dit Léo. Et quatrièmement, c'est surtout une extrême naïveté de penser que on peut... toute l'intelligence de F pur est de ne jamais se laisser définir telle qu'elle est. C'est Kaiser Soze dans Usual Suspect. Kaiser Soze est le personnage de Usual Suspect le plus violent et physiquement le plus faible. Bon, bah Usual Suspect est un film culte des années 90 où pendant tout le film jusqu'à la dernière minute, tu l'as vu Alex ? Je me suis endormie 2 fois devant, donc non, pas en entier. On cherche pendant tout le film le fameux Kaiser Soze qui en réalité, je pense que tous nos auditeurs l'ont vu et si vous ne l'avez pas encore vu, bah, tant pis, je vous le dévoile à moitié, et le narrateur. Un peu comme Fight Club, l'a repris, l'a décliné dans une autre version plus tard. Et donc, toute la ambiguïté, la magie et la sorcellerie d'F pur est de passer son temps à concevoir et à définir une vision de la femme telle qu'elle n'est pas, pour en réalité brouiller les cartes, les référentiels sur son agenda que nous on appelle le secret agenda. Et donc, la naïveté qu'a la copine de James, c'est elle est assez grande pour avoir suffisamment de F pour planifier déjà cette vision utilitariste de leur relation. C'est-à-dire, tu me sers quand tu es ici, mais par contre, je n'abdique pas le fait que j'ai envie de me construire d'autres expériences en parallèle, mais elle n'a pas, si tu veux, l'intelligence sociale de la femme-femme qui, à un moment, va cacher son F pur et qui va pas avouer un agenda aussi à la limite... pour un H, tu vois, amoral et impensable et illogique. Donc elle est suffisamment grande pour y penser, mais suffisamment bête pour le dire. Voilà. Donc est-ce que ce qu'elle pense est unique ? Absolument pas. J'aurais pu le penser il y a quelques années, mais le fruit de mes récentes recherches m'a montré que quasiment toutes les filles penseraient comme elle à son âge, et qu'il est totalement utopique de vouloir faire survivre à un Erasmus une relation avec une fille de 21 ou 22 ans. C'est quasiment impensable. Donc en réalité, ton amie James n'est pas un cas particulier. Elle est... Vas-y, ramasse ton crayon, parce que moi aussi j'ai fait tomber mon couteau plusieurs fois. Léo vient de s'ouvrir le crâne sur le coin de la chaise. En réalité, ta compagne, ta copine James, tout ce qu'elle vient de faire, c'est de t'ouvrir les yeux sur un pan de la façon dont F pur conçoit les relations dans cette période qui, je rappelle, est une période de la femme-enfant avec encanaillement, dévoiement et accumulation d'expérience. Les diamants. Voilà. On frotte le diamant contre le miroir comme on l'a déjà vu au séminaire précédent. Donc ce qu'elle vient de t'avouer n'est en rien une espèce de vice, tu ne t'es pas trompé dans ton choix, tu n'as pas pris une traînée. Elles sont toutes comme ça. En réalité, sur le point précis qu'on vient d'évoquer là, elles sont toutes comme ça. Et simplement, elle a la naïveté de penser que c'est un projet avec lequel elle n'a pas besoin de se cacher. Elles ont toutes ce projet-là, mais en réalité... elles ont toutes, normalement, elles gagnent à cet âge-là, la maturité suffisante pour le masquer, et elles utilisent pour le masquer quelque chose qui s'appelle le mythe de la femme éternelle, le mythe de la maman, le mythe de la féminité, qui est une espèce de un peu comme sur scène, on envoie des faux brouillards, tu sais, parfois pour faire surgir l'acteur de façon un peu plus convaincante, un peu plus, qui est en fait une espèce de machine à créer un faux brouillard artificiel totalement bidon, pour masquer en réalité une logique qui s'explique en 30 minutes. Et que tous les mecs qui pensent t'expliquent la femme en 30 minutes. Voilà. Après, t'as les mecs qui pensent et qui touchent pas les femmes, qui s'appellent les philosophes, qui se masturbent derrière un arbre à la Kant, et qui te l'expliquent en 30 minutes, mais qui veulent la remettre à la cuisine parce qu'ils n'arrivent pas à la dominer, à la dompter. Normalement, quand t'arrives à
à l'aborder, à la convoiter, à lui parler et à te mélanger avec, t'as pas cette furieuse envie de la renvoyer à la cuisine parce que t'as pas la frustration de la punir pour quelque chose qu'elle te refuse. C'est un peu de la psychologie de comptoir, mais avant d'écouter l'avis d'un homme sur les femmes, il faut toujours demander s'il arrive à se mélanger avec. Toujours. Et il ne faut écouter que les gens qui arrivent à se mélanger avec entre guillemets l'ennemi. C'est-à-dire que quelqu'un qui te parle de l'argent et qui n'a jamais réussi à en faire, déjà à la base tu te méfies. Quelqu'un qui te parle des nanas et qui n'arrive pas de façon naturelle, spontanée et entre guillemets simple à les fréquenter, à se mélanger avec, tu ne l'écoutes pas de base. Tu vois, c'est même pas de la logique booléenne, c'est de l'évidence et du bon sens que très peu de gens ont finalement. Donc les mythes autour de la féminité, de la femme éternelle et de F pur sont une machine à créer un brouillard artificiel sur une scène pour en faire apparaître tout à coup une espèce d'icône, d'égérie, de mère amante qui échappe comme ça à tout déterminisme physiologique, à tout. Voilà, en réalité, la F pur est extrêmement déterminée, extrêmement logique, extrêmement prédéterminé par à la fois sa condition objective de future mère et également ce qui lui permettra de subvenir à ses besoins de future mère. Et une fois qu'on a accepté tout ça, on se rend compte que dans ce qu'on pense être un réflexe on va dire de petite salope, puisque la copine de James lui dit tu sais que je vais te tromper, mais faisons comme si tu ne le savais pas et de toute façon ça ne comptera pas parce qu'on est jeune et on est fou. Ce qui est quand même pour Ash est une saloperie. En réalité, quel est le premier réflexe de Ash? C'est merde, je me suis trompé, j'ai pris une salope. En réalité, c'est pas une salope, c'est F pur. C'est-à-dire que fondamentalement, il y a une phase de la construction féminine qui est dévoyer, encanailler et accumuler les expériences. Sauf que normalement, c'est masqué par une machine à faire de la fumée. Et en fait, ta copine James a oublié de faire la fumée. C'est-à-dire qu'on voit les marionnettes en fait, on voit les... Comme au Guignol, tu vois les mains qui bougent avec les gants de noir. Elle a oublié de mettre les gants noirs. Donc on voit les mains sous les marionnettes. Bon bah voilà James, tu sais que maintenant on est attentif à ton journal et à tes aventures avec cette fille. D'ailleurs tu nous as pas donné son prénom. D'ailleurs j'invite justement à tous ceux qui postent sur le forum que de savoir que j'ai un œil attentif à chacun de vos posts et que je les regarde avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Donc honneur à ceux qui en parleront avec précision, justesse et certaines formes de concret. Il pourrait bientôt être passé dans la prochaine émission. Alors on arrive à la dite fin de ce podcast et c'est marqué en gros sur ma feuille le dernier thème de cette émission. Et finalement on fait presque un retour au début. Je crois que ça s'appelle une épanadiplose. Et finalement, en plus de Noël, qu'est-ce qu'il va avoir cette année? Il va avoir les fameuses nouvelles résolutions que tout le monde croit prendre chaque année, que personne ne respecte. Où il y a aussi ceux qui disent je n'en prends pas parce que je sais déjà que je ne vais pas la respecter. Enfin, tous les types existent. Et finalement, est-ce que ça vaut le coup de prendre des nouvelles résolutions? Est-ce qu'on peut les respecter ou pas? Ou est-ce que tout le monde s'en fout? On se met une bonne race et on passe le nouvel an. Tout ce baratin de bonnes résolutions est évidemment une ânnerie censée justifier tous les excès qui les précèdent des jours précédents. Pour moi, il y a une seule et unique bonne résolution qui est de ne pas se donner le choix de faire les choses bien. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a l'esprit n'est jamais aussi ferme que quand il n'a pas le choix. Et ce que font les gens qui font des âneries, qui font les mauvais choix, qui paraissent, qui consomment les mauvaises choses, qui se contentent de relations par défaut, etc., c'est qu'ils se donnent tout le temps le choix entre faire bien et pas bien. Et en réalité, il y a énormément de choix qu'il faut faire sauter en omettant même la possibilité du choix. C'est-à-dire que faire cette action pilier qui certes est ennuyeuse et certes me débecte et me déplaît, mais dont je sais qu'elle est fondamentalement pilier à ce qui va me servir dans quelques mois, c'est pas un choix. C'est à la limite, je concentre mon attention sur le fait je n'ai pas le choix. Voilà, c'est irrévocable. Et les gens qui ont de la volonté sont simplement... En dernière instance, je pense que c'est facilement démontrable. Les gens qui ont le plus de volonté, qui ont ce qu'on appelle la volonté de faire, sont les gens qui se suppriment les choix. Dès que tu te donnes le choix entre faire la solution optimale et la version dégradée, tu introduis le vice déjà.
T'introduis l'idée que la solution de dégradé, plus tu la regardes, plus elle va être acceptable, plus elle va être enviable, plus elle va être... Non. Les gens qui réussissent sont les gens qui ne se donnent pas le choix. Gratification différée aussi, c'est vrai. C'est un lien qui... Léo me dit gratification différée, c'est un lien qui serait trop long à évoquer ce soir dans ce podcast qui commence à être long. D'ailleurs, je voulais vous le dire avant, mais je n'y pense que maintenant. N'oubliez pas de d'abord liker si vous trouvez utile le contenu qu'on met à votre disposition gratuitement et de vous abonner pour recevoir les prochains. Donc, les bonnes résolutions, on s'en fout, non seulement qu'on s'en fout, mais en plus, une bonne résolution est contre-productive en soi parce que ça sous-entend que l'option mauvaise est aussi acceptable. Enfin, dire « je prends une bonne résolution » veut dire bon bah finalement il existe une autre version qui est la version pas bonne, mauvaise. Et finalement la version pas bonne, mauvaise, et ben à force de la concevoir comme existante, elle est peut-être tout à coup non plus seulement existante mais concevable, non plus seulement concevable mais envisageable, non plus seulement envisageable mais presque préférable. Et donc la réalité c'est qu'il n'y a pas de bonne résolution, la seule et unique bonne résolution c'est je ne me donne pas le choix, voilà. Je ne choisis pas entre une bonne résolution et une mauvaise, je fais la bonne action, je me force à me sortir les doigts, à aller vers cette personne qui m'intimide, qui me subjugue, je ne me donne pas le choix de ne pas y aller en fait, voilà. Les gens qui ont le courage sont les gens qui ne se donnent pas le choix de ne pas y aller. C'est-à-dire que tant que le timide pense qu'en gros, il y a deux scénarios, c'est j'y vais ou j'y vais pas. En fait, il n'y a qu'un scénario. Il n'y a pas le scénario j'y vais pas. Il n'existe pas. Il n'est pas envisageable. De la même façon que quand on s'inscrit à un sport, et notamment un sport comme celui que je pratique, où à un moment tu peux recevoir une punition qui fait assez mal. Parce que quand tu perds à la boxe, t'as mal. Et quand tu perds au tennis, t'es énervé. Mais t'as pas mal. Quand tu perds à la boxe, t'as super mal, quoi. C'est qu'à un moment, c'est pas est-ce que je vais à l'entraînement ou est-ce que j'y vais pas. J'ai pas le choix. C'est que si j'y vais pas, je vais me faire super mal. Cette capacité à enlever les faux choix et les mauvais choix, c'est l'unique bonne résolution. Voilà. Selon moi. Parfait, voilà, apprenez à faire les bons choix. Et, Alexandra qui a les bras croisés depuis tout à l'heure, est-ce qu'elle a une bonne résolution pour l'année 2015 qui va bientôt commencer? Alexandra, je lis dans son body language qu'elle est choquée depuis l'histoire du viol, etc. Et qu'elle me regarde avec elle me regarde avec un regard que je ne lui ai encore jamais vu. Et... Alors en vrai je suis pas choquée depuis l'histoire du viol, en fait je crois que ton explication était assez cohérente et je ne suis point choquée. Alors concernant les bonnes résolutions, je ne me suis pas assez penchée. Contrairement à Stéphane, j'ai tendance à penser qu'il faut des bonnes résolutions. Alors après on appelle ça comme on veut, mais j'aime bien en tout cas faire le bilan en fin d'année. Mais bah ouais, faire un bilan et poser les jalons pour l'année à venir. Mais pour le coup, j'y ai pas encore pensé. Et généralement, mon rituel est de m'y pencher le 1er janvier. Donc repose-moi la question si tu veux en 2015. Très bien, le 1er janvier avec le goût du champagne et du foie gras encore dans la bouche. Sur ce... Alors ni l'un ni l'autre, parce qu'Alexandra a pris une bonne résolution depuis combien d'années ça fait? C'est en 2008. Alors le 1er janvier 2008, Alexandra a pris une résolution qu'elle ne buvait pas d'alcool, qu'elle ne mangeait pas de viande, pas de poisson, pas de rien qui ne sorte pas d'une boutique bio de la rue du 4e ou du 3e arrondissement. Rien qui ne soit pas à l'épeautre, au quinoa ou au blé germé et qui ne contiennent pas de label Max Alvar ou de voilà. Et elle ne se soigne qu'à la propolis et à l'écorce de sureau et elle se lave avec une racine une racine d'arbre cueillie au fin fond de la Guinée par un producteur. Donc voilà, suivez les bonnes résolutions d'Alexandra et mangez des carottes à l'épeautre et ne touchez plus à un morceau de foie gras ne buvez plus de champagne, plus rien. Merci à tous de votre écoute et je vous souhaite de vous retrouver dès janvier pour une nouvelle émission. À bientôt. Dis-leur de liker et partager. Alors Stéphane me dit, likez, il faut que je vous dise de liker et de partager. N'oubliez pas le concours aussi, hein, c'est la possibilité d'être avec nous dans un lieu tout à fait charmant avec une bande son tout à fait unique qu'on commence déjà à connaître. Mais voilà, à la prochaine et à bientôt. N'oubliez pas de soutenir Bill Cosby.